merci Juliette, Maximilien, Max, d'être sur scène avec moi aujourd'hui et de nous rejoindre. Donc là, on va parler aujourd'hui de how to help your business and team scale, comment faire grandir son business et ses équipes. Thématique assez large, mais on va toucher un sujet que Fred a évoqué lors de son discours ce matin, que je trouvais assez intéressant, le fait que le PX soit un muscle qui s'entretient. Et on va le voir avec le cas de Mondial Tissu, qui est client depuis longtemps et qui est parti d'assez loin. Et donc, on va y venir. Tout d'abord, je veux vous laisser vous présenter. Donc, Juliette, tu es responsable e-commerce chez Mondial Tissu, leader de la mercerie en France. Est-ce que tu peux te présenter et un peu ton poste à Mondial Tissu? Bien sûr, bonjour. Effectivement, responsable e-commerce chez Mondial Tissu. Moi, j'ai un passé agence web au tout début de l'annonce payante sur Google. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça n'a pas toujours été vrai. Achat de trafic, etc. Et puis, j'ai évolué chez des pure players spécialistes de mode, fin des années 2000 et début des années 2010, avec toutes les révolutions qu'on connaît, alors que ce soit sur le format de notre e-commerce, mais aussi les marketplaces, les algorithmes Google, etc. Et puis, il y a 7-8 ans de ça, on commence à entendre parler de click and collect, d'omnicanal. Vous n'avez pas omnicanal, vous avez multicanal, tout ce genre de sujet. Je me suis dit que c'était un nouveau terrain de jeu qui avait l'air très sympa. Et du coup, je me mets à la recherche d'un vieux groupe de retail qui serait en train d'ouvrir son e-commerce ou d'aller vers l'omnicanal. Ça tombe bien, tous les retailers français faisaient ça à ce moment-là. Et j'arrive du coup chez Mondial Tissu en 2016, ça fait 6 mois que le e-commerce est sorti. Donc un moment assez passionnant, puisqu'on est en train de révolutionner tous les outils, tous les systèmes, mais aussi quand un réseau de magasins historiques voit arriver un e-commerce, il n'est pas content. Et ce n'est pas forcément un moment où on est très aimé quand on arrive, quand on arrive dans les entreprises à ce moment-là. Et en plus, vous avez des produits qui sont particulièrement tactiles, que les gens ils aiment bien toucher. Du coup, c'est quand même un projet ambitieux, disons ça, surtout à l'époque. Et merci du coup, Max. Est-ce que tu es CEO de Datago, un de nos partenaires? Tu as aussi un grand historique d'accompagnement de nos clients dans différents rôles. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour à tous. Moi, c'est Maximilien. J'ai commencé à travailler avec Akeneo aux prémices d'Akeneo. On a commencé sur la 1.3 à faire l'intégration avec un de mes chefs qui a eu une belle vision avec Akeneo qui est dans la salle aujourd'hui. Et du coup, ça fait 10 ans aujourd'hui que je travaille avec cette solution. Donc, j'ai commencé en tant qu'intégrateur et ensuite en tant que client et maintenant, du coup, en tant que partenaire. Et du coup, quand on a commencé à entendre parler de l'IA notamment, on s'est dit il faut le faire, il faut remplir des données produits avec l'IA et ça paraît quelque chose de vraiment magique. Donc voilà, et du coup, on va expliquer comment on a réussi à faire ça, notamment avec Mondial Tissu. C'est exactement ça. Et du coup, avant de passer à l'étape 3 de notre discussion, est-ce que Juliette, tu peux déjà raconter un peu faire un état des lieux lors de ton arrivée à Mondial Tissu? Alors moi, quand j'arrive, il y a une plateforme logistique qui vient de pousser, qui vient de sortir de terre, et un e-commerce qui a été sorti en mode POC avant même l'arrivée d'une équipe e-commerce, donc qui est le reflet exact d'un magasin Mondial Tissu. Bon, c'est évidemment assez loin de bons standards e-commerce. Et puis, il y a tous les métiers là qui sont en train d'être révolutionnés. Notre outil Appro, il ne fonctionne pas pour le web. On ne s'est pas branché, nous aussi, à cette caisse web qui n'est pas la même caisse que d'habitude. On ne s'est pas branché notre fidélité. Donc il y a tout un tas d'enjeux. Et puis surtout, l'information produit pour le client final, elle n'existe pas. Dans notre ERP, les seuls infoproduits qu'on a, c'est celle qui sert à passer une commande fournisseur et à facturer. Elle ne contient rien du tout. Donc là, une des premières choses effectivement qu'on fait, au-delà d'avoir un socle e-commerce pour vendre nos produits, c'est de mettre en place effectivement un PIM. Alors moi, je suis arrivée à la 1.5. Voilà, deux versions après. C'était déjà mieux, ouais. Et effectivement, c'est un peu le départ de tout, puisqu'il faut construire vraiment ce catalogue produit de zéro. De zéro. Et est-ce que tu peux nous dire quelles étaient les grandes barrières à l'époque, notamment au niveau humain, pour le développement du PIM et de ce projet?
Alors faire un PIM, il y a deux personnes à convaincre, on va dire deux entités, l'employeur et les employés. L'employeur, ce qu'il voit, c'est que c'est un outil, un nouvel outil avec quand même un gros développement, qui est une licence également qui n'est pas complètement négligeable, et c'est que pour un magasin. C'est que pour le magasin du web. Ouais. Bon, dont en plus on se dit qu'on ne vendra jamais de tissu sur Internet, hein, ça va pas le faire. Donc là, le convaincre, c'est dire que c'est déjà faire la pédagogie que notre client, même magasin, il commence par le web, et que s'il cherche un tissu en coton rouge et que Google ne nous trouve pas, le client ne nous trouvera pas non plus. Hein. Il partira du principe qu'il ne va pas faire 30 km pour aller dans un mondial tissu s'il n'y a pas de coton rouge. Donc c'est vraiment faire cette pédagogie de maintenant, ça commence par Internet, une visite magasin. Et c'est aussi dans la stratégie de l'entreprise de modernisation et qui passe par le e-commerce, c'est professionnaliser aussi nos équipes de vente, qui sont historiquement des couturières et qui sont de plus en plus des vendeuses, et qui donc ont de moins en moins la compétence produit. Et donc quelque part, ce PIM qui va nous permettre d'avoir une information produit complète et enrichie pour le e-commerce, elle va aussi être disponible pour nos vendeurs en magasin. C'est comme ça qu'on convainc une direction. Et puis après, côté employé, alors il y a l'équipe e-commerce. Elle est toute neuve, elle est toute petite, et donc il s'agit juste de lui mettre un outil entre les mains qui ne soit pas notre CMS. Personne n'aime travailler dans un CMS pour enrichir son catalogue produit. Donc là, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a des équipes à qui on va demander de faire un travail qu'elles ne faisaient pas du tout jusqu'à présent. Ouais. Nos acheteuses, qui, elles, savent que mon tissu, cette gamme de ce fournisseur, il est imperméable, mon équipe e-commerce ne le devinera pas. Donc elle va devoir enrichir de l'information sur Akeneo. Ça, c'est un peu plus dur. Nouveau travail à faire. Et là, ce qu'on leur explique, c'est un petit peu la même chose qu'on a expliqué à la direction, c'est de dire tes produits vont être plus visibles, ça va générer, même si ce n'est pas sur le web, quoi qu'il arrive, plus de trafic et de vente en magasin. Ça, c'est ta prime qui tombe tous les mois sur ton rayon. Voilà. C'est ça. Donc, rendre visibles ces produits, c'est les vendre mieux, c'est les vendre plus. Et c'est comme ça qu'on réussit à convaincre ces équipes-là. Mais c'est vrai que quand ça touche au salaire, c'est tout de suite assez convaincant. On est tous d'accord là-dessus. Du coup, ça, c'était la première grande étape. Déjà, je voulais revenir juste sur le point que tu as dit. On en a entendu un peu parler tout à l'heure, mais du fait que même les achats en boutique, ça commençait sur Internet. Je trouve ça super intéressant. C'est sans doute plus difficile à mesurer, mais vous aviez l'expérience. Vous voyez que les gens, ils avaient un peu pré-trié et puis ils se sont déplacés. Puisque, faut trouver la boutique aussi. Et donc, la deuxième étape, donc là, vous aviez votre PIM 1.5 que vous avez fait évoluer un peu. Mais la deuxième étape, je dirais, c'était quasiment un nouveau projet, mais pas vraiment. C'était continuation, mais c'était un gros projet de migration en SaaS. Est-ce que tu as rencontré les mêmes barrières lors de cette migration que lors de la première implémentation? Comment ça s'est passé? Alors, ce n'est pas les mêmes, elles sont un peu différentes, mais alors déjà, il y a le côté on va refaire une dépense, réintégrer un nouveau truc pour avoir la même chose en mieux. Est-ce qu'on ne peut pas continuer de faire avec ce qu'on a? Alors, on avait un vrai problème, pour le coup, sur notre vieille version d'expérience utilisateur. Hein. On était à ça de perdre les gens, c'était devenu trop pénible, l'outil était devenu hyper lent, c'est devenu difficile de travailler là-dedans. On avait vraiment besoin de travailler plus vite parce qu'on avait aussi d'autres projets, je pense qu'on s'en reparlera, ouais. Avec plus d'utilisateurs demain dans le PIM, mais aussi avec beaucoup plus de produits à gérer, etc. Et puis pour les équipes, alors l'outil existait déjà, mais c'est vrai qu'il était devenu tellement obsolète, tellement difficile à... c'était tellement difficile de travailler dedans que finalement on s'est rendu compte que petit à petit l'info elle avait perdu en qualité. Il a fallu reformer, il y a des personnes qui ne faisaient plus tout à fait le travail qu'on attendait d'elles. Donc ça a été l'occasion finalement, en plus les équipes avaient un peu bougé depuis, il y a 5 ans qui avaient passé, de reformer, de redonner le sens de cet outil-là. Ouais. On a aussi vendu du rêve, hein, vous allez voir, ça va être hyper rapide, il y a des actions en masse géniales, vous allez voir plein de choses formidables. Les belles grilles d'images produits, c'est con, hein, mais ça sert à toute l'entreprise, et c'est hyper précieux, notamment pour le marketing, le merch, etc. Et ouf, ça a tenu ses promesses. Et là, voilà, on a fait aussi des petits concours, des petites compètes. On parie que ça va prendre combien de temps de faire une action de masse sur ces 800 produits. On a gamifié un petit peu le truc comme ça. Et l'outil était tellement ergonomique par rapport à typiquement notre vieil ERP de 40 ans, qui est un système maison, que même aujourd'hui, on a déporté toute l'information produit qui ne sert pas à la finance, aux commandes, etc., dans le PIM. Ah oui. Et donc ça, en fait, c'est devenu
vraie plus-value pour notamment nos acheteuses qui mettent tout dans un ERP. Elles font tout dans Akeneo et ça leur change pas mal la vie. C'est beau. Et merci. Et en parallèle de cette grande migration, vous aviez aussi lancé ce fameux projet 3XL. Tu peux nous en parler un peu? Alors, il a changé de nom d'ailleurs depuis, parce qu'on est au 4 ou 5 XL. Oui, Mais chez Mondial Tissu, on a des magasins historiquement qui avaient des gammes SML, du plus petit au plus grand. Et en fait, dans ce projet PIM, finalement, il y avait plusieurs étapes. Quand le web sort, on sort avec 2500 produits, quand dans nos magasins, il y en a 15 000. Encore une fois, il y a tout à inventer. Il faut prendre des photos, il faut tailler des échantillons, il faut extraire toute cette donnée-là. Et chez Mondial Tissu, on empile les collections. C'est pas on annule et remplace à la fin de la saison. Ce qu'on n'a pas vendu en solde, ce sera resoldé. On empile, on empile. Donc il y a un historique comme ça en magasin qui fait que le magasin du web est celui qui a le moins d'offres. Donc avec la première version de PIM, l'enjeu, c'est d'être déjà le premier magasin du réseau en termes d'offres. Tout ce qui existe dans un magasin, ça doit être présent sur le magasin du web. Projet web dernier magasin Rupté, en fait. Avec le passage en SaaS, là, l'objectif, c'est d'avoir la plus grande offre du marché, pas seulement de notre réseau de magasins. Nous, nos concurrents, c'est des pure players sur le web, qui, eux, n'ont pas les notions d'espace qu'on peut avoir en magasin et qui ont beaucoup plus de produits que nous. Or, on se vante d'être le leader de la mercerie avec le plus grand choix, la plus grande offre. C'est vrai dans les magasins, c'est pas vrai sur le web, on s'en rend compte en 2 secondes. Avec du coup le PIM SaaS, Akeneo SaaS, on va se dire allez, c'est parti, on triple l'offre, on quadruple l'offre et on ne va pas du tout la travailler de la même manière que nos produits de collection. On va aller plus vite, on va enrichir avec beaucoup d'automatisme dans le PIM, etc. Et puis enfin, dernier axe de développement, on se dit maintenant qu'on est le meilleur en physique, qu'on est le meilleur sur notre marché, on va essayer d'être le meilleur sur tous les marchés, en tout cas sur d'autres marchés. Et donc la dernière étape, c'est effectivement de s'étendre, d'aller chez nos voisins européens. Et donc là, les sujets, c'est surtout la traduction et même la localisation, parce que la traduction, ça ne marche pas forcément très très bien. On ouvre un marché, on ouvre 2 marchés en 3 ans, 1 an et demi par marché, et on veut accélérer. Voilà, ça y est, on sait faire de l'international, ça marche bien, on a fait la preuve du concept, on voudrait aller plus vite. Et avec tous les produits tout de suite, premier pays qu'on ouvre, il ouvre avec 10 000 produits, il rattrape les produits français au bout de, 5 ans. Oui, il y avait en Espagne, c'est ça. L'Espagne, il y a 2 ans, elle sort avec 10 000 produits, quand sur le site français, j'en ai 45 000 en stock. Donc voilà, on veut investir, aller sur nos nouveaux marchés en étant tout de suite le meilleur. C'est exactement ça. Et du coup, j'étais ton CSM à l'époque, et en bon CSM, tu m'as parlé de ces problématiques-là, de ce besoin d'accélérer. C'est là où je t'ai mis en relation avec nos partenaires, notamment avec Datego et avec Max, parce que du coup, tu étais, disons, prête à partir, on peut dire. Ouais, on est toujours sur les starting blocks, toujours prêt à partir. Et Max, tu peux raconter comment ça s'est passé, du coup, dès la mise en relation? Grâce à John, du coup, on a pu rentrer en relation et puis on a tout de suite commencé à parler du chat, comme on parlait au départ. C'était notre copain qui allait nous permettre d'aller hyper vite sur l'Espagne, notamment pour traduire toutes les données produits. Et du coup, c'était encore une fois un beau projet métier, du coup, mais qui avait besoin de l'IT par rapport à cette partie IA. Et donc, du coup, on vous a permis de faire la traduction de tous ces produits hyper vite pour un montant assez faible au final. Et du coup, ça a permis de travailler. On a eu pour 47 €. C'est ça. Oui, une victoire. Non, mais c'est hyper intéressant. Et effectivement, vous aviez tout ce qu'il fallait en place. Déjà, vous avez le PIM, vous avez les équipes qui étaient bien compétentes en place, mais il manquait cette capacité à traduire ou à générer les descriptions, ce genre de choses. Je tiens à signaler, à l'époque, quand ils ont... Akeneo n'avait pas d'offre aussi. Et du coup, tu étais tellement prête que je crois que la première signée pour... C'est ça. Notre première cliente avec qui on a pu faire nos premières itérations, du coup, justement pour construire cette application et qui a permis de travailler ensemble pour faire quelque chose vraiment métier. Et du coup, on a pu faire les itérations avec GPT 3.5, GPT 4, Gemini maintenant. On en parlait ce matin. Et du coup, ça permet d'avoir une offre très très large et ça vous permet de faire exactement ce que vous voulez avec l'IA et de permettre au métier de jouer directement avec cette IA qui n'est plus quelque chose de technique au final. C'est ouvert au métier.
C'est ça. Et le projet a bien fonctionné. Petite fierté pour moi aussi, on a remporté 2 prix sur ce beau projet cette année déjà. C'était Nuit du commerce connecté et les trophées e-commerce. Donc, yeah, pour moi, c'était pas mal. On était sur scène, on était beau, c'était parfait. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la stratégie qui était derrière ce projet d'expansion comme ça et surtout quelques résultats rapidement ouais. Alors, pour dire les choses assez clairement, on a eu une merveilleuse période Covid et après Covid, et on arrivait à un moment l'année dernière où la croissance est un peu en panne. Voilà. Ça fait 10 ans qu'on est sur le e-commerce. On voit que notre marché se casse un petit peu la gueule et on est évidemment à la recherche de croissance. Nos 2 locales fonctionnent bien et c'est elles qui portent la croissance du e-commerce. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est aller plus vite sur l'ouverture internationale. Et pas que. Notre projet 3-4 XL aussi, c'est génial. On a fait x4 sur l'offre, mais on commence à manquer un peu de place sur notre plateforme logistique. Ouais. Et on ne sait pas aussi comment aller plus loin. Ça fait un petit moment qu'on a un peu validé le principe d'ouvrir des pays au fur et à mesure qu'on peut. Mais il reste que je peux aujourd'hui en sortir un tous les ans et demi, parce que c'est beaucoup de travail. Ouais. Cette IA, elle nous permet tout simplement, donc on commence à travailler quand, nous, en mai. Ça doit être ça, oui, en mai. Et en septembre, je présente mes budgets et je dis l'année prochaine, on ouvre 3 nouveaux pays. Et on peut devenir opérateur marketplace. Alors, pas qu'avec un PIM, avec un CMS, ça marche bien aussi. Et donc voilà, ce que ça nous a permis de faire, tout simplement, c'est d'ouvrir 3 pays cette année, là où on en a ouvert 2 en 3 ans et demi. Voilà. Et devenir opérateur marketplace. Alors, nos nouvelles locales, elles sont live depuis hier. Voilà, oui. Je suis très heureuse. Vous pouvez désormais profiter de Mondial Tissu en Italie, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas et en Suède. Voilà. Et opérateur marketplace, c'est pour la fin de l'année. C'est énorme. C'est ambitieux, mais je pense que les résultats parlent pour eux-mêmes. On parlait de sujets plutôt organisationnels aussi pendant notre préparation. Je trouve que l'attention que tu fais à tes employés est super importante. Est-ce que tu peux nous dire humainement quels impacts tous ces changements ont eu sur l'équipe? Qu'est-ce qui a changé au quotidien de tes employés? Alors, sur le PIM, tout court, ça crée déjà de la collaboration. On a plusieurs équipes qui travaillent dans le PIM. Donc déjà, ça crée de la collaboration, achat, e-commerce. On a une meilleure information produit. Sur l'IA, alors déjà, il faut rendre le truc fun. Ça fait toujours un petit peu peur, mon Dieu, de l'intelligence artificielle. Alors, le grand frein pour les équipes, c'est la fiabilité de la donnée. Est-ce que la qualité va être suffisante? Est-ce que ça va être bonne? C'est ça qui fait un petit peu peur. Vous n'avez pas peur de perdre leur emploi, par exemple? C'est souvent cité, mais... Alors oui et non. Alors, finalement, ces projets, ils nous permettent, comme je vous dis, d'ouvrir 3 pays et de faire une marketplace. Donc en fait, non seulement personne perd son boulot, mais en fait, on recrute des personnes. Et puis, il y a 4 promus. Voilà. Oui, on donne des promotions aux gens parce que leur équipe va grossir. Et puis, on accueille des nouveaux. On adore accueillir des nouveaux. Donc les équipes grossissent, c'est plutôt créateurs d'emplois dans notre cas. Les personnes qui traduisaient chez moi, ce n'était pas leur métier, c'est des webmarketeurs, qui vont gérer l'influence, qui vont faire en sorte que leur magasin gagne de l'argent, qu'ils soient plus présents sur leur marché, qu'ils soient rentables. Et la trad, malheureusement, c'est juste un truc à faire en plus et qui va pomper la moitié de mon temps. Donc ce temps-là est évacué. Les équipes internationales étaient ravies, mais hyper ravies de se débarrasser du volet de traduction. Et puis pour les équipes France... finalement, c'est de leur montrer aussi qu'ils passent de petites mains à donneurs d'ordre, voilà, et que, on va dire, le bullshit job, il va être fait par de l'IA, et c'est tant mieux. Voilà, on est très content de ne plus avoir de mineurs dans les mines, c'est parfait, et on préfère plutôt rajouter sur notre CV la petite ligne qui dit que j'ai appris à donner des ordres à l'intelligence artificielle, à travailler avec, plutôt que de dire, moi, je sais rédiger 300 produits au jour, quoi, voilà. C'est une compétence qui est un peu plus intéressante pour l'avenir. Carrément, ouais. Ouais, génial. Et en passant, j'adore quand tu dis bullshit jobs. C'est peut-être mon côté américain, mais la vulgarité, ça me parle. Alors moi, je suis française. Alors, non, mais la vulgarité, c'est très ça bien. me parle. Crois-moi, c'est pas une critique. Et du coup, Max, quand on faisait notre préparation, tu m'as sorti une phrase que j'aimais beaucoup. Tu disais que l'IA est comme un copilote, qui fait des tâches qu'on n'a pas envie de faire.
Exactement. Moi, je le vois de mon côté tech aussi. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'IA pour développer tout simplement, et c'est notre copilote au jour le jour. Et on peut le voir aussi de la même manière côté business. Ça va permettre de mettre l'accent et de permettre aux collaborateurs de travailler sur quelque chose qui a la valeur au lieu de faire, comme on disait tout à l'heure, les bullshit jobs, quelque chose qui est moins intéressant et qui a moins de valeur pour l'entreprise. Et du coup, si on peut revenir aussi sur ces problèmes d'hallucination, de qualité qu'on a vu tout à l'heure, voilà, on se rend compte qu'avec l'évolution de l'IA et notamment la multiplication des sources de données, aujourd'hui on peut lui donner de l'image, on peut lui donner du PDF, on peut aller remplir toutes sortes d'attributs différents, et ça permet d'avoir des données qui sont beaucoup plus qualitatives. Par rapport au tout début, il y a 1 an, voilà, on avait des traductions des fois où l'IA disait non, je ne peux pas le traduire, et du coup, dans la valeur d'attribut, on avait non, je ne peux pas traduire parce que tes valeurs ne correspondent pas. Non, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on ne les a plus, on arrive à lui dire tout simplement ne réponds rien. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, il est capable de le comprendre, alors qu'il y a 1 an, il ne l'était pas. Et du coup, je pense que vraiment, c'est un copilote qui devient très fiable et du coup, sur lequel on peut faire confiance pour se rebaser sur du travail qui a de la valeur. Et avec les autres clients avec qui tu travailles, est-ce que tu vois à peu près la même chose, le même impact aussi qui est plutôt positif sur les employés, la satisfaction employée Yes. On n'a pas autant de recul qu'avec Mondial Tissu avec les autres clients pour l'instant. Oui, forcément. Mais du coup, on voit tout de suite qu'il y a de l'adhésion qui arrive et c'est quelque chose qui, globalement, est assez bien accueilli par les équipes, tout simplement parce que ça leur permet en 1 semaine ou 2 semaines de ne plus travailler sur ces choses, sur moins de valeur tout simplement, et du coup de mettre en valeur leurs compétences et de leur permettre de travailler sur des choses qui sont plus intéressantes pour eux et pour l'entreprise. Très très vite en plus. Top. Et du coup, moi je voulais aussi parler de quelque chose que tu as cité tout à l'heure, Juliette. Tu parlais du fait que vous êtes leader de mercerie, enfin leader de votre marché en France, et au-delà, bien sûr. Mais tu m'as parlé de la difficulté à maintenir justement cette place de leader. Tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, c'est pas d'hier, la place de leader, c'est toujours celle qui est la plus difficile à maintenir. C'est toujours dur de rester leader, on est moins agile, on va peut-être moins vite sur l'innovation, on est peut-être aussi plus frileux, il y a une image de marque importante à garder, mais on peut se dire on a aussi plus de moyens, et donc finalement les gros projets de transformation d'entreprise, notre chance de leader, c'est qu'on est les seuls à pouvoir les faire. C'est plus vrai maintenant, mine de rien. Et l'IA, moi pour avoir discuté avec quelques pairs, c'est la direction qui est la plus difficile à convaincre, pour les mêmes raisons, un peu de confiance, mais aussi peut-être d'image de marque, etc. Et je pense que c'est là qu'il faut faire vraiment très attention, c'est-à-dire que l'IA, elle peut être mise maintenant entre les mains de n'importe qui, et nos petits concurrents et même pure players et les nouveaux acteurs qui arrivent peuvent s'en saisir, eux, et donc peuvent avoir en 2 temps 3 mouvements une qualité produit qui soit meilleure que la nôtre, une qualité d'information produit ou de choses comme ça. Donc voilà, je pense que rester leader aujourd'hui, c'est aussi justement bien prendre tous ces virages assez vite, et c'est peut-être aussi ça qu'il faut faire passer comme message de direction, ça va être de plus en plus difficile de rester leader. Et il suffit de voir, alors je ne sais pas si vous le voyez dans vos métiers, mais moi, mes concurrents, par rapport à il y a 2 ans, j'avais que des concurrents français. Aujourd'hui, ma concurrence, ils ont fait la même chose que moi, c'est tous les pure players qui sont en train de s'étendre sur tous les marchés. Voilà. Donc il faut garder cette longueur d'avance, et donc oui, ces innovations-là, il ne faut surtout pas traîner, quitte à faire des POC, quitte à faire un petit morceau d'abord, mais en tout cas, je pense que c'est important de les investir. Je trouve, et je trouve que tu m'as décrit aussi la façon que Mondial Tissu, votre culture d'entreprise, qui est quand même assez ouverte à l'innovation. Encore une fois, une entreprise qui est un peu à l'ancienne, ça peut être l'image, mais je trouve que c'est assez impressionnant la flexibilité que vous pouvez avoir. Et Max, du coup, tu m'en avais parlé aussi, la démocratisation de ce genre d'outils et l'impact que ça peut avoir, qui peut faire monter des concurrents assez rapidement. Qu'est-ce que toi, tu as vu là-dessus? Exactement. En fait, nous, on voit qu'on a tout type de clients aujourd'hui. On a des petits, des moyens, des gros, et qui font à peu près tous la même chose au final sur leur catalogue. Et les résultats restent très convaincants pour tous, en fait. Donc, ça veut dire que demain, bien sûr, les contenus seront toujours uniques, ça c'est sûr, mais on aura le même niveau de qualité que le client soit petit, moyen ou gros, et du coup, les moyens investis restent les mêmes et ça reste accessible. Donc ça veut dire en effet qu'il va y avoir un enjeu métier plus important pour travailler cette data et du coup avoir les meilleures données sources
pour avoir les meilleures données en sortie. Et ça va être quelque chose qui est hyper important. Et pour tout le monde, pour permettre de rester leader. C'est ça. C'est super. Donc, j'ai envie de passer, merci pour tout vos tours, j'ai envie de passer à nos key takeaways. Donc, le premier, c'est pour réussir une transformation, il faut une attention quand même particulière aux personnes, processus et technologies. On connaît tous ça à Akeneo, mais c'est tout ce que tu as souligné pendant ta présentation. Le deuxième, remettre l'expérience employée au sein d'un projet permet une accélération rapide et de qualité. Et je trouve, d'ailleurs, vous avez remporté, c'était quoi déjà, des récompenses pour la satisfaction employée dernièrement. Effectivement, c'est la même année. Y a-t-il un hasard? Mais effectivement, Mondial Tissu est devenu Great Place to Work cette année. On est très fiers. Avec effectivement les équipes, c'est étrange, qui travaillent sur le PIM, les achats, le e-commerce notamment, qui ont touché les étoiles. Mais donc on voit bien qu'on a effectivement eu des employés qui sont très, très, très satisfaits de travailler chez nous, mais aussi parce qu'on innove. Et je pense qu'en fait, au-delà de ce qui peut faire peur, ça nous rend plutôt fiers, voilà, tous autant qu'on est d'être innovants et d'aller vers des choses chouettes. Oui, je trouve ça génial. Et finalement, maintenir sa place de leader, c'est un effort continu. Il faut continuer à innover, il faut chercher de nouvelles opportunités, il faut être pilote et pas juste copilote de son projet. Donc, voilà.